À l'automne, en Bavière, il règne comme un petit air de conte de fées. C'est dans ce décor au pied des Alpes que Walt Disney a trouvé son inspiration. Dressé sur un éperon rocheux, à la frontière avec l'Autriche, voici Neuschwanstein. Ce château a servi de modèle à celui de la Belle au bois dormant. Neuschwanstein est avant tout le rêve d'un roi fou qui régna sur la Bavière. Au XIXe siècle, il se fait ériger dans ce décor un palais d'inspiration médiévale. Admirez un peu cette vue. Il faut attendre le coucher du soleil pour avoir une telle lumière. C'est vraiment typique du XIXe siècle. Avant, la vue importait peu. Mais à partir du XIXe siècle, il faut avoir la plus belle vue possible. Tout est fait pour que la vue soit parfaite. Depuis ce balcon, le roi peut admirer le château de son enfance. Regardez l'arrière-plan avec les deux lacs. Il ne pourrait pas être mieux composé. C'est vraiment un paysage idéal. C'est un immense privilège d'être ici. On se sent proche du roi. Louis II de Bavière n'a que 18 ans lorsqu'il accède au trône en 1864. À cette époque, la Bavière est un royaume indépendant. On dit de lui qu'il a l'esprit élevé, la passion des arts et de la poésie. Sa culture et sa beauté fascinent autant qu'elle déroute. Dans une Europe secouée par la guerre, Louis II engloutit sa fortune en bâtissant des châteaux toujours plus spectaculaires. Il confie à sa préceptrice « Je veux rester un mystère pour moi-même et pour les autres ». Ses contemporains, eux, le surnomment le roi fou. C'est la nuit que ce château révèle tous ses mystères. Louis II avait choisi de vivre la nuit. Il se levait donc le soir, à peu près à cette heure-ci, vers 20h, et prenait son petit déjeuner. Il déjeunait ensuite vers 1h et dînait au petit matin, vers 6-7 heures, avant d'aller se coucher. C'est pour cela que la décoration de la chambre a l'air trop chargée à la lumière du jour, les couleurs trop prononcées, et qu'on la qualifie de kitsch. C'est parce qu'ici, tout est pensé pour être éclairé à la lumière de la bougie. À la lueur de la bougie, le lit du roi, hérissé de pinacles, devait prendre des allures de cathédrale gothique. Sur les murs, la légende de Tristan et Iseult s'animait. Les figurines en terre cuite de la cheminée prenaient vie. Après la chambre du roi, voici la salle des chanteurs, dédiée à un héros mythique du Moyen-Âge. Nous pénétrons ici dans l'univers de Perceval, ce chevalier qui a cherché le Graal, auquel Louis II s'est de plus en plus intéressé. Avec les années, il a même décoré Neuschwanstein comme un château fort en hommage au Graal. Car Louis II se reconnaissait en Perceval. Il s'identifiait à ce personnage mythique.
Dans cette salle des chanteurs, aucun concert, aucun banquet n'a jamais été organisé. Car le roi vivait seul dans son monde imaginaire. Derrière chaque porte se cache une nouvelle folie. Voici la petite grotte que Louis II a construite. Elle était agrémentée d'une fontaine artificielle, qui pourrait d'ailleurs encore fonctionner aujourd'hui. C'était un mécanisme très moderne pour l'époque. Elle marchait avec l'eau courante. Il y avait aussi un éclairage électrique de différentes couleurs. C'est un décor de théâtre, fabriqué en gypse sur une structure en acier. Regardez, de ce côté-là, la porte est en gypse et de l'autre, en bois. Une grotte en guise de couloir. Mais le spectacle ne s'arrête pas là. Voici la pièce maîtresse du château. La salle du trône, entièrement décorée dans le style néo-byzantin. Avec son lustre en laiton de 4 mètres de haut. Tout est fait pour impressionner et manifester le pouvoir royal. La salle du trône était la pièce la plus importante pour Louis II. Et c'est cette pièce qui rend le château de Neuschwanstein unique. Ici, le roi rend hommage à la souveraineté absolue, et pas seulement au Moyen-Âge. Les peintures murales sur la galerie où nous nous trouvons, mais aussi en bas et sur l'abside, racontent les histoires des différents rois canonisés. Et au-dessus de nous, on retrouve les formes de pouvoir de l'Antiquité. Tous les modèles de souveraineté dans l'histoire sont donc évoqués ici. Il manque pourtant à cette salle un élément essentiel, le trône. Louis II le rêvait gigantesque et byzantin. Un projet ambitieux qui ne verra jamais le jour. Cette absence de trône, c'est tout un symbole. Car Louis II, qui se rêve monarque absolu, est en réalité un roi sans pouvoir. En 1866, la Prusse, emmenée par Bismarck, remporte la guerre sur l'Autriche et la Bavière. Le royaume est désormais sous tutelle. Louis II n'est plus qu'un simple vassal. Une défaite dont il ne se remettra jamais. Il n'a jamais supporté cette soumission aux Prussiens. C'était ça son problème, la tragédie de sa vie. Cette guerre perdue, cette mise sous tutelle. C'est à cause de cette défaite qu'il s'est construit un monde parallèle. Et c'est pour cela que cette salle du trône est si importante pour comprendre ce personnage. Dès lors, Louis II se fait édifier des décors à la hauteur de ses ambitions bafouées. Comme sur cette île du lac Chiemsee, où ce roi sans trône se rêve égal de Louis XIV. Il fait bâtir ici un petit Versailles, Herrenchiemsee. Ses jardins, ses fontaines, et sa magnifique façade néoclassique rappelle l'architecture du château du Roi Soleil. Un palais démesuré dans lequel Louis II ne séjournera finalement que 8 jours.
C'est un peu plus loin, au bout d'une vallée alpine, à Linderhof, son château le plus intime, que Louis II va assouvir son rêve. Vivre comme le roi soleil. La vue est tellement belle les matins. C'est un privilège parce que c'est notre château à ce moment-là. Et on est plus proche du roi. Voici la chambre du roi. Avec son décor versaillais, poussé à l'extrême. Ici, l'or est partout. Au-dessus des portes, 2 tableaux. Les cérémonies du lever et du coucher du roi soleil. Louis XIV, évidemment, était toujours entouré d'une vingtaine de personnages, d'aristocrates de la cour. C'était un privilège d'assister à une cérémonie. Louis II, par contre, était toujours tout seul ici. Et on voit de cette manière vraiment que c'était juste la possibilité de s'imaginer les cérémonies. C'était seulement dans sa tête, dans sa fantaisie. À côté de sa chambre, le roi tente de copier une autre salle emblématique de Versailles. Alors voilà, ça c'est notre petite galerie des glaces. Pas mal spécial. Les objets se reflètent, aussi la lumière quand les bougies étaient allumées les nuits. Et on a notre chandelier en ivoire. Et les fleurs de lys, évidemment, le symbole pour les rois de la France. Et c'est ça le château, il s'agit surtout des rois absolus de la France et de leur période. Seul dans son château, Louis II cède à tous ses caprices. Cette table en est le parfait exemple. L'objet le plus surprenant, en fait, c'est la table, ce qu'on appelle la table magique ou bien la table volante. C'est-à-dire, cette table pouvait être descendue au rez-de-chaussée, là-bas, les serviteurs devaient préparer la table et ensuite, on la remontait. Ce mécanisme escamotable est aujourd'hui trop fragile pour fonctionner. Sur cette table unique, Louis II déjeune en solitaire. D'habitude, il était vraiment tout seul, c'est-à-dire il a mangé seul, mais parfois, il avait 4 plats sur la table et il a parlé aux aristocrates de la France du XVIIIe siècle, dans sa tête, dans sa fantaisie, pour vraiment imaginer comment c'était à la cour française du XVIIIe. Quelques kilomètres plus au sud, à presque 2000 mètres d'altitude, se trouve l'excentricité la plus méconnue de Louis II. Pour la rejoindre, il faut marcher plus de 4 heures sur la route du roi. Car Louis II n'hésite pas à faire construire en pleine montagne une route de 11 km de long pour accéder à sa demeure, en calèche ou en traîneau. Et voilà, je vous présente la maison royale de Chartres. Ici, on la voit la première fois en fait. Et on voit déjà, c'est comme tombé du ciel. Et c'est vraiment un endroit très spécial, un peu magique. Posée tel un nid d'aigle, la maison royale de Schachen est en réalité un chalet suisse,
entièrement construit en pin des Alpes. À l'intérieur, la décoration contraste par sa simplicité avec les châteaux du roi. C'est comme une petite cabane de chasse, quasiment comme partout ici en Bavière, mais c'est plus grand quand même. Mais ce qu'il a fait, c'est de continuer une tradition de son père. Parce que son père, Maximilien, il avait pas mal de petites cabanes de chasse partout dans la région. Et Louis II a construit sa propre maison de montagne pour ses anniversaires. Chaque année, il est venu pour célébrer sa fête. Mais impossible pour ce roi hors norme de se contenter d'une simple cabane de chasse. Maintenant, je vous amène dans notre petit paradis. C'est la vraie merveille qui arrive. Un palais des 1001 nuits, en plein cœur des Alpes. Pour nous, c'est vraiment une surprise chaque fois qu'on arrive ici parce que la lumière change chaque fois et c'est vraiment un endroit hors du temps. Dans ce salon turc, Louis II pouvait entrer dans la peau d'un sultan. Il avait ses serviteurs habillés en style oriental. Probablement, il se mettait sur le divan, il lisait ses contes de 1001 nuits, il fumait la narguilé. Et vous imaginez la fontaine, il y avait de l'eau qui coulait. Vous avez les éventails en plumes d'autruche. Les serviteurs essayaient de bouger tout ça. On avait aussi de l'odeur. Il avait l'encens en arôme de rose. Et alors ça sentait, c'était pour lui comme vivre dans l'Orient, dans l'Empire ottoman. C'était ça le but. Dans cet univers fantasmagorique, Louis II se coupe toujours plus de la réalité. Non loin de là, dans la forêt, se cache son ultime refuge. Une cabane qui permet à Louis II de s'évader dans le monde mythique des opéras de Richard Wagner. On rentre de nouveau dans un autre monde, un autre univers de Louis II. Et ici, c'est la scène de l'opéra Valkyrie de Wagner. C'est vraiment comme la scène d'un opéra. Alors on a un arbre, c'est un vrai arbre qui ne vit plus évidemment, mais c'est un arbre qui représente l'arbre du monde. Et la personne qui tire l'épée va être la plus forte du monde. Ce décor représente la forge du héros de la Valkyrie. Inceste, passion, colère divine. Tous les ingrédients de cet opéra touchent profondément ce roi romantique. Louis II, il était fasciné de la musique de Wagner dès son adolescence. Et il a vu des opéras de Wagner à Munich tout seul. Parce qu'il a adoré la musique, il a commencé à supporter Wagner. Il devenait son mécène. Ému par ses œuvres, fasciné par ce grand maître du théâtre lyrique, Louis II soutient Richard Wagner dans tous ses projets. Sa générosité n'a pas de limite. Grâce à lui, le célèbre compositeur va pouvoir construire l'écrin idéal pour ses opéras. Le Palais des Festivals, à Bayreuth. Depuis le XVIIIe siècle, cette ville est une scène majeure de l'opéra en Europe. Grâce au théâtre des Margraves, édifié à partir de 1746. La renommée de ce lieu attire Richard Wagner. Plus d'un siècle après sa construction, il souhaite y produire un opéra.
En 1871, Richard Wagner visite l'opéra des Margraves. Il a entendu parler de cet opéra monumental qui pourrait correspondre à ses ambitions. Il vient donc le visiter, mais il se rend vite compte qu'il ne répond pas à ses attentes. D'abord parce que l'orchestre et l'auditorium sont relativement petits, mais aussi parce qu'il ne peut pas aménager le dessous de la scène pour ses décors gigantesques, à cause d'une nappe phréatique. Ce qui dérange le plus Wagner ici, ce sont ses loges. Dans cet opéra de cour, le mieux conservé au monde, tout est fait pour qu'aristocrates et gens de bonne société se montrent. La scène en deviendrait presque secondaire, à l'opposé de la vision qu'a Wagner du théâtre lyrique. Face à la scène se trouve la grande loge, richement ornée, qui crée un effet particulier. Cette loge royale est reliée à la scène par un axe qui crée une hiérarchie, ce qui est contraire à l'esthétique théâtrale de Richard Wagner. Donc une fois qu'il a compris que l'opéra des Margraves ne correspondait pas du tout à ses projets, il a décidé de rester à Bayreuth, mais d'y construire son propre théâtre, correspondant parfaitement à ses attentes. Une révolution dans le monde de l'opéra est en marche. Soutenu par Louis II, Wagner dessine l'ensemble des plans de ce nouveau théâtre. Il pense chaque détail. Sa construction débute en 1872 et dure 4 ans. Cet opéra d'un genre nouveau, le voici. Le contraste avec celui des Margraves est saisissant. Ici, la décoration est sobre. Tout est fait pour que le spectateur concentre son attention sur la scène. Dans ce palais des festivals, Wagner a voulu créer des conditions acoustiques et optiques optimales pour tous les spectateurs. On pourrait presque parler de démocratisation de l'opéra. Toutes les places sont dirigées vers la scène, un changement radical pour l'époque. Il n'y a pas de loge, et la disposition des sièges en demi-cercle sur une forte pente offrait à tout le public une vue idéale sur la scène. Pendant la représentation, pour que le public ne soit pas dérangé, toutes les portes étaient fermées à clé. Et ce n'est pas tout. Wagner est aussi l'un des premiers à avoir plongé les spectateurs dans le noir. Mais l'innovation la plus importante de cette salle d'opéra est bien dissimulée. Il s'agit de la fosse d'orchestre, creusée sous la scène et partiellement recouverte. Nous avons ici un plafond acoustique, mais aussi un écran qui dissimule l'orchestre. Cet écran est là pour que le public ne voit pas la fosse. C'était particulièrement important pour Wagner, car l'orchestre qui était éclairé ne devait pas être un élément de distraction entre le public et la scène. Cet écran présente un autre avantage pour les musiciens qui jouent ici. Ils ne sont pas obligés de porter des vêtements chics. Et de nos jours, ils peuvent même jouer en t-shirt, ce qui est très agréable en été. Avec ce théâtre, Richard Wagner révolutionne bien plus que l'opéra. Il pose ici, en Bavière, les bases des salles de spectacle moderne. À la même époque, la Bavière devient le berceau du romantisme allemand. Peintres et poètes redécouvrent ces paysages vallonnés. Et ces villages médiévaux très bien conservés. Avec leurs remparts,
leurs maisons à colombages, les toits pentus et les façades colorées. Ils deviennent une source d'inspiration inépuisable pour ces artistes. Répartis sur tout l'ouest de la Bavière, ces trésors du passé jalonnent ce que l'on a appelé la route romantique. En bordure d'une forêt, se trouve le joyau de cette route. L'église de Vis. En allemand, cela signifie l'église dans le pré. Anthony Riedel est sacristain. J'appelle ça l'effet de surprise. C'est ce qu'on ressent à chaque fois qu'on entre ici. Dehors, on se dit « Tiens, il y a une église dans le pré ». Mais lorsqu'on pénètre à l'intérieur, comme je le fais tous les jours, on entend les visiteurs s'exclamer « Ah !» Ça me fascine à chaque fois. Même après 15 ans, je continue de m'émerveiller. Chaque matin, Anthony effectue les mêmes gestes. Changer les cierges et illuminer la statue en bois du Christ, à l'origine de la construction de cette église. En 1738, une paysanne de Vis a vu la statue du Christ pleurer. L'événement s'est rapidement ébruité et les premiers pèlerins ont afflué. 7 ans après le miracle, la construction de l'église de Vis a débuté. Pour célébrer ce miracle, on édifie ce chef-d'œuvre du rococo bavarois. Un style architectural inspiré des formes de la nature. Ce qui est particulier dans le rococo, c'est que l'on prend la forme incurvée d'une coquille et on la décline de différentes façons. On la retrouve ici partout, dans ses formes courbées, mais aussi dans les fleurs tout autour de nous. L'idée ici, c'est de divertir les visiteurs. C'est pour cela que ce décor fait sourire. Regardez, par exemple, tout en haut, l'ange assis à côté du trône du jugement. Il est peint, mais son pied sculpté sort de la fresque. C'est un mélange de 3 dimensions et de 2 dimensions. C'est ce qui est particulier ici. Le style rococo s'inscrit dans un contexte de retour à la paix au XVIIe siècle, après 3 décennies de conflits en Europe opposant catholiques et protestants. Pour moi, tous ces détails expriment la joie de vivre que les gens ont ressentie après la guerre de 30 ans. Lorsque la paix est enfin revenue, on s'est réjoui. Et le rococo est l'expression de ce bonheur retrouvé. Au nord de Vis, coule le Danube. Ces eaux naissent au cœur de la forêt noire et traversent la Bavière d'ouest en est, avant de continuer leur voyage vers l'Europe de l'Est. Dans un méandre du fleuve, posée sur une petite péninsule, voici l'abbaye de Weltenburg.
Une abbaye à l'histoire bien particulière. En l'an 600, des moines écossais et irlandais construisent ce monastère, le plus ancien de Bavière. En 1050, ils brassent ici leur première bière. Car ce breuvage très nourrissant leur permet de mieux supporter le jeûne du carême. Très apprécié des pèlerins, son brassage devient ensuite une activité commerciale. Weltenburg serait ainsi la plus ancienne brasserie du monde. Ludwig Mederer est l'un des héritiers de ce savoir-faire ancestral. Là, nous sommes en train de commencer le brassage de la bière. Le malt est mélangé avec de l'eau et l'amidon va se transformer en sucre à 260 degrés. Dès 5 heures du matin, le brassage débute. Ludwig doit vérifier chaque cuve, car c'est ici que la magie opère. Toutes ces odeurs de malt broyé, toutes ces sensations, ça procure beaucoup de plaisir. C'est merveilleux de pouvoir travailler ici. Aujourd'hui, les techniques de brassage utilisées à Weltenburg sont parmi les plus modernes. Mais une chose n'a pas changé en presque un millénaire. La recette. La recette, on ne la divulguera jamais. Elle est le fruit d'une longue tradition. Elle est donc rigoureusement secrète. Une recette confidentielle, mais qui doit respecter des lois de fabrication. Car en Allemagne, depuis 1516, il est interdit de produire de la bière sans suivre le Reinheitsgebot. Un décret bavarois étendu à toute l'Allemagne, qui impose de n'utiliser que 4 ingrédients. L'eau, le malt, le houblon et la levure. Avant ce décret, on faisait beaucoup d'expériences avec les recettes. On y ajoutait différentes herbes et des baies sauvages. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont été empoisonnés par erreur. C'est pour éviter cela que le Reinheitsgebot a été promulgué et qu'il est aujourd'hui toujours appliqué. Après le brassage, la bière doit fermenter pendant plusieurs semaines. On voit ici une bière non filtrée. Il y a de la levure en suspens et elle est encore trouble. Elle repose ici depuis environ 2 semaines. Il faudra encore attendre 4 à 5 semaines avant de pouvoir la filtrer et la mettre en bouteille. Mais elle a déjà très bon goût. Elle est très mature au goût. Bien, on va y aller. Au sud de Weltenburg, au petit matin, 2 amis se sont donné rendez-vous. L'hélice, elle est bien. Hop, radiateur, c'est bon. Maxime et Richard sont français. Ils vivent et travaillent à Munich. Hop. La Bavière est devenue leur région d'adoption. L'avion, c'est le meilleur moyen pour découvrir Munich et les environs et n'importe où. C'est le petit secret pour les amis. C'est fabuleux parce qu'on voit la ville complètement différemment. C'est les bâtiments et les espaces cachés de notre ville. On a une chance énorme de pouvoir faire ça. Roger. Moscow 2, taking off 08. C'est parti, c'est parti. I'm on the right side at the moment. I will go to your left side. Roger.
Avec cette lumière d'automne, le spectacle promet d'être éblouissant. On est en train de survoler le lac de Starnberg. C'est le plus connu, avec toutes ces villas tout autour du lac. Énormément de voiliers. C'est vraiment un havre de plaisance pour la voile. On devine le Zugspitze, qui est le sommet culminant de l'Allemagne, avec un observatoire et également une station de ski à son sommet. Je profite pour prendre quelques photos. Au loin, on commence à apercevoir la ville de Munich. C'est fascinant de voir à quel point la nature est présente et tout autour de la ville. On arrive au-dessus de l'Englischer Garten avec des superbes couleurs sur les arbres. L'Englischer Garten, c'est le poumon vert de la ville. L'Englischer Garten qui démarre vraiment du centre de la ville et qui s'étire jusqu'aux bordures de la ville et plus loin encore, vers le nord. Donc on arrive juste au-dessus de la vieille ville là avec la Frauenkirche. Avec ses deux tours coiffées de leur dôme, cette cathédrale du XVe siècle est l'un des symboles de la vieille ville. À quelques mètres de là, le nouvel hôtel de ville. Un chef-d'œuvre du néo-gothique édifié au XIXe siècle. L'ULM survole enfin l'autre emblème de Munich. La résidence et son jardin royal. Elle fut habitée par la dynastie des Wittelsbach, qui régna sur la Bavière jusqu'à la Première Guerre mondiale. Comme la plupart des Munichois, c'est à vélo que Maxime circule dans la vieille ville. Le vélo, c'est le meilleur moyen de découvrir Munich. On a un tel nombre de pistes cyclables, de zones piétonnes pour pouvoir circuler et c'est juste fabuleux parce qu'on peut se déplacer très facilement dans toute la ville qui reste à taille humaine et ça permet vraiment de voir toutes les superbes facettes de cette ville, dont les façades colorées qui sont une marque typique de Munich. Multicolore, Munich se donne des airs de ville du Sud, comme la Theatinenkirche et sa belle façade jaune. C'est la plus ancienne église baroque d'Allemagne du Sud. Construite par un architecte de Bologne, elle forme avec le portique des Maréchaux la place la plus italianisante de Munich. Quand il fait beau, le rendez-vous incontournable, c'est le Biergarten. Les Biergarten sont vraiment les jardins de la bière, traduit littéralement. Ce sont vraiment les endroits traditionnels bavarois où, dès qu'il y a un rayon de soleil, les gens sont là, sous les arbres, discutent ensemble, même entre personnes qui ne se connaissent pas. C'est vraiment la beauté de cette tradition et de cette ville, entre autres. Ce patrimoine de la ville a une histoire très ancienne. Au XVIe siècle, les brasseurs de la ville stockaient leurs tonneaux dans les jardins, au frais, à l'ombre des marronniers. Pour acheter leur bière, les Bavarois se rendaient sur place, équipés d'une grande chope, qu'ils rapportaient ensuite chez eux pour la consommer. Il faut attendre 1812 pour que les Biergarten soient officiellement autorisés. Aujourd'hui,
Plus personne n'imagine la ville sans ses jardins de la bière. Dans une rue voisine, voici Zum Augustiner. Cette brasserie de style Art Nouveau est l'une des plus anciennes de la ville. Alors ici, c'est vraiment typique des brasseries immenses, sachant que plusieurs milliers de personnes peuvent tenir dedans. Maxime y a ses habitudes. Et surtout, on se dirige sur mon coin préféré, qui est en fait la cour intérieure, beaucoup moins connue de cette brasserie. Ici, on déguste la star de la gastronomie munichoise. La saucisse blanche. Vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est la saucisse blanche? Alors la recette est un secret. Die werden aufs Kalbsfleisch, Petersilien, Gewürze und das wird gebrüht und nicht gekocht. Alors de la viande de veau avec des herbes, c'est cuit mais surtout pas bouilli. Et la moutarde sucrée qui va avec. Bon appétit. Dankeschön. Danke. La saucisse blanche se déguste accompagnée de moutarde sucrée, de bretzel et de préférence au petit déjeuner. Au 19e siècle, comme ils n'avaient pas de réfrigérateur, ils étaient obligés de faire les saucisses très tôt le matin et de les consommer avant midi. Donc sinon, la fraîcheur n'était pas assurée pour le consommateur, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Mais la tradition est restée, c'est pour ça qu'on mange notre saucisse à 9h avec les collègues. Moi, j'avoue que c'est le côté sucré de la moutarde qui m'a vraiment aidé le matin avec les collègues à manger la saucisse blanche. Parce que c'est vrai qu'au début, c'était un peu violent. C'est un peu violent, oui. Mais on s'y fait. Mais on s'y fait bien, je dois dire. À une centaine de mètres de là, résonne 3 fois par jour le carillon de la Marienplatz. Avec ses 32 figurines, c'est le plus grand carillon d'Allemagne. Josef Gassner est le maître des lieux. Il a le privilège de veiller sur elle depuis maintenant 17 ans. Ce carillon relate le tournoi qui a eu lieu en 1568, ici même, sur la Marienplatz, à l'occasion du mariage du duc Guillaume V et de René de Lorraine. On ne voit pas le couple qui se trouve derrière moi, car ils ne bougent pas. On ne les voit que depuis la place. Ces personnages font environ 1,30 m de hauteur. Ils sont creux et en cuivre. Ah là, j'ai le câble qui est sorti de la poulie. Tous les jours, Josef doit vérifier que le mécanisme animant ses figurines est en bon état de marche. Sauf qu'aujourd'hui... Ah, c'est le câble qui a sauté. Il faut que je le remette dans la poulie. Là, j'ai vraiment un problème. Ah, il faut absolument que je le répare. Lorsque les deux chevaliers se croisent, le chevalier bleu a une petite tige qui se débloque et qui fait tomber le chevalier rouge. Si ce câble n'est plus dans la poulie, ça ne fonctionne plus. Or, il est très important que le chevalier rouge tombe, car sinon les gens le remarquent tout de suite. Mais bon, il est fiable. En 17 ans, je ne me rappelle que d'une fois où le chevalier n'est pas tombé. Dans 1 heure, si tout va bien, le chevalier rouge devrait à nouveau tomber. En attendant, il doit vérifier l'autre joyau du carillon, le mécanisme qui actionne la musique. On le voit sur la plaque, le mécanisme date de 1908. On peut dire qu'il est d'origine, mis à part les roues que l'on a dû changer à cause de l'usure. Et ces câbles aussi, qui ne sont plus d'origine. Mais sinon, ces bobines, par exemple, sont bien d'époque. Plus de 100 ans après sa construction,
Le mécanisme fonctionne à merveille. Et à l'heure dite, Tout est en place. le spectacle commence. Sous le regard bienveillant du duc et de sa promise. Et le tournoi est un succès. Cette plongée dans l'histoire médiévale de Munich dure près de 15 minutes. En haut du beffroi, à 85 mètres du sol, le nouvel hôtel de ville offre un autre spectacle. Confidentiel cette fois. Alors ici, on est au 11e étage. Normalement, personne n'a accès à cette plateforme. D'ici, on a une vue magnifique sur Munich. Et le temps est splendide aujourd'hui. Chaque jour, cette vue sur les plus grands monuments de la ville est pour Joseph une récompense. D'ici, on aperçoit même l'Englischer Garten. C'est le parc urbain le plus étendu du monde. Plus grand encore que Central Park à New York. Créé à la fin du XVIIIe siècle, il est à l'époque le premier jardin public d'Europe. Ce parc à l'anglaise incarne un retour au naturel, avec ses bosquets sauvages et ses arbres centenaires. Ici, le maître mot, c'est liberté. C'est pour cette nature en plein cœur de la ville que Maxime a choisi de s'installer à Munich. Il représente un océan de verdure dans Munich. C'est typique de l'art de vivre bavarois et à l'allemande de profiter de l'extérieur dès le premier rayon de soleil. Partout ici, on a des étudiants, des jeunes qui viennent pour profiter de la verdure et on n'entend aucune voiture. C'est juste surréaliste de pouvoir se baigner et c'est un régal. Et le plus étonnant dans ce parc, c'est ce spot de surf. Ils sont près d'1 millier à venir régulièrement glisser sur cette vague artificielle, créée par l'irrégularité du lit de la rivière. Sa puissance est comparable à une vague d'océan de plus de 2 mètres. Ce serait pas amusant si c'était pas le cas. Et puis c'est juste de faire des belles lignes, de profiter de la vague et d'essayer de simuler le surf dans l'océan le plus possible parce que c'est pas une vraie vague, c'est une vague statique. C'est génial pour nous parce qu'on peut en profiter tous les jours, après le travail, avant le travail. C'est juste fabuleux de se retrouver là en famille. En fait, on a voyagé dans toute l'Europe là, cet été et donc on n'a pas vu la mer. Donc c'est un peu pour nous un moyen de s'échapper de la ville et de venir voir comme ça des activités nautiques. Et, on s'attendait pas à voir ça ici, c'est original, hein, c'est insolite. C'est notre dernier jour de vacances, du coup, je pense que c'est en beauté. Ouais, exactement.
insolite, étonnante. Munich est à l'image de la Bavière. Une terre pleine de surprises qui offre un décor à toutes les fantaisies.